Et nous allons découvrir un aspect assez méconnu de l'impressionnisme. C'est l'impressionnisme des peintres qui sont partis en exil. En exil à Londres, outre-Manche, autour de 1870. Alors la grande question, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, à Paris, entre autres, capitale des arts, c'est la Commune. Donc Paris est à sang, à feu et à sang. C'est aussi, on sort de la guerre franco-allemande. Donc le marché de l'art n'existe plus. Les marchands d'art sont partis aussi. Les ateliers parfois sont saccagés même. Donc il n'y a plus vraiment de travail pour ces peintres-là. Alors on connaît cet aspect de l'histoire au XXe siècle avec la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Mais on ne se souvenait plus du tout qu'à la fin du XIXe, les peintres ont eu des difficultés aussi et ont dû fuir. Alors parmi eux, des grands noms. Il y a Monet, il y a Sisley, il y a Pissarro qui vont aller du côté de Londres parce que là-bas c'est beaucoup plus calme et que économiquement c'est très prospère à Londres à cette époque. Et alors, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que même les peintres français parfois ne se connaissaient pas lorsqu'ils travaillaient en France à Paris et ils vont faire connaissance à Londres. C'est le cas de Pissarro et de Monet, par exemple. Ils ne se connaissent pas avant de partir. Ils vont être inspirés par Londres et tout ce qu'ils vont voir sur place. Évidemment, ce sont des peintres d'extérieur, ce sont des peintres de paysage. Et même si c'est un paysage urbain, ça reste un paysage pour les peintres impressionnistes en devenir, parce qu'on est tout au début de l'impressionnisme à cette époque-là. Donc, c'est le Petit Palais à Paris. Quoi de mieux que d'un musée qui s'est toujours consacré souvent à la peinture du 19e siècle pour parler de cette exposition. Allez, on y va. L'Angleterre était très à la mode précédemment, mais en 1870, il y a quantité de raisons pour fuir et pour s'installer à Londres. Pour ces artistes, arriver à Londres, c'est découvrir une autre langue, une autre nourriture, un autre climat, une autre lumière. Ils doivent s'insérer dans la vie artistique de l'époque, ils doivent trouver des marchands, des moyens de se faire connaître auprès d'un public et de collectionneurs qui sont un petit peu gênés par leur nouveauté. Le sculpteur Carpeaux, qui arrive comme étant le sculpteur auréolé de la gloire du Second Empire, il représente finalement des marbres trop gracieux, peut-être même trop sensuels pour la génération de la reine Victoria. James Tissot, au contraire, tout de suite acquiert une grande gloire avec des œuvres très sophistiquées, très élégantes, des scènes de la vie de l'époque, où toute l'élégance féminine transparaît à travers sa palette. Et Tissot restera plus d'une douzaine d'années à Londres, avec d'immenses succès. Il se construit une très belle maison avec un très beau parc. Curieusement, certains artistes ont eu des commandes très prestigieuses. Jules Dalou, qui est condamné à mort à la suite de son rôle pendant la Commune, donc condamné par la République, va obtenir de sculpter les tombeaux des petits-enfants de la reine Victoria à Windsor. La peinture qui triomphe à l'époque en Angleterre, c'est ce qu'on appelle les pré-raphaélites. Ce sont des peintures inspirées de la Renaissance, très fines, extraordinaires. Pas du tout cet impressionnisme, ces effets de masse, de lumière, où quand on regarde les tableaux de près, ça ne représente plus grand-chose. Monet, de cette manière, a réinventé le paysage londonien et son fameux brouillard. C'est peut-être là aussi la raison pour laquelle il eut du mal à se faire reconnaître dans l'immédiat comme tout grand novateur. Sa revanche, ce sera en 1904, une exposition de vues de Londres qui sera son plus grand succès. Il en vendra à des Américains, à des Français, à des musées, mais finalement, ces vues de Londres mettront beaucoup plus de temps à entrer dans les collections anglaises. L'exposition aborde plus de 35 ans de peinture et de sculpture française à l'heure britannique. Donc évidemment, on voit une évolution très nette des styles à travers différents artistes. Et puis Derain, donc on est autour de 1905-1906, ce sont les débuts du fauvisme, et on voit comment des mêmes sujets sont repris par des artistes un peu en rivalité, et d'une certaine manière, le paysage londonien devient l'otage, ou du moins un sujet de la peinture française. Ce qui est intéressant, c'est que les événements les ont un peu poussés, ces peintres, à faire une espèce de reportage. Aujourd'hui, on prendrait un appareil photo et là, ils ont peint ce qu'ils ont vu en Angleterre, l'urbanisme, des couleurs un peu... Qui n'étaient pas forcément du goût de l'époque. Déjà en France, les impressionnistes ont quand même un peu de mal. Et en Angleterre, c'était pas du tout la mode à cette époque. Donc ils ont dû en plus se faire connaître, mais l'accueil a quand même été favorable. Alors il y a celui c'est un échec total au début, c'est Monet. Il a dû retourner 30 ans plus tard avec ses magnifiques vues. C'est très rare.
rare de les voir rassemblés ensemble. Vous avez vu dans le brouillard là, de Big Ben, c'est extraordinaire. Ils sont tous là alignés. Et ce qu'il faut dire aussi au Petit Palais, c'est que cette exposition n'est pas aux mêmes dates que d'habitude. On pourrait croire que c'est une grande exposition qui a lieu au printemps ou à l'automne. Vous savez, à Paris, les gros moments de l'art, c'est à l'automne et au printemps. Et là, c'est une exposition d'été, mais qui est de même qualité que ce qu'on pourrait voir le reste de l'année. C'est une exposition qui vient de la Tate en Angleterre, mais il y a des modifications. Il y a des tableaux qu'on n'aura pas vus à la Tate. Et puis bon, c'est peut-être plus simple finalement d'aller à Paris que d'aller à Londres. Donc c'est jusqu'au 14 octobre au Petit Palais. Et si vous voulez avoir cette lumière, même dans le brouillard, les impressionnistes, ils ont su faire la lumière. Une des expositions qu'il faut voir cet été si vous passez par la capitale.